Partout dans le monde, les inégalités socio-économiques, elles persistent. C'est un fait. Oui, ça, personne ne le conteste. Mais sur leurs origines, alors là, c'est le grand débat. L'histoire, les structures de pouvoir, l'économie, chacun a sa théorie. Hmm. Aujourd'hui, on se penche sur une explication qui met vraiment les pieds dans le plat. C'est le moins qu'on peut se dire. On va même dire qu'elle fait exploser la table. C'est ça. Nos sources, ce sont des extraits d'un livre au titre assez évocateur, The Global Bell Curve, Race IQ and Inequality Worldwide, de Richard Lynn. D'accord. Et notre mission, c'est de décortiquer, pièce par pièce, la mécanique de son argumentation. L'ouvrage propose une théorie, unifiée, qui prétend relier la race, le quotient intellectuel et les inégalités. Et tout ça à l'échelle planétaire. Exactement. Il faut savoir que ce livre, il s'inscrit dans un courant de pensée bien particulier, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Lequel? Celui qui cherche des explications aux différences sociales du côté de la psychométrie et parfois même de la biologie. Justement, avant de plonger, une mise au point est, je pense, capitale. Oui. On ne va ni valider ni réfuter la thèse du livre. L'idée, c'est de faire ce qu'on fait toujours ici, comprendre comment un argument est construit. Quelles sont ses prémices, sa logique, ses conclusions? Voilà. On s'intéresse à l'architecture de la pensée, pas à savoir si la maison est belle ou juste. C'est absolument essentiel pour aborder ce genre de sujet. Et pour l'architecture, il faut commencer par les fondations. Les définitions. Les définitions des termes clés, tels que l'auteur les emploie. Et tout commence avec le QI, le quotient intellectuel. On a tous une idée de ce que c'est. Mais j'imagine que dans le contexte de ce livre, le QI est bien plus qu'un simple score à un test. Absolument. Pour l'auteur, ce n'est pas une mesure arbitraire. C'est présenté comme la mesure la plus fiable de ce qu'on appelle le facteur G. L'intelligence cognitive générale. C'est ça. Il le décrit comme une caractéristique stable chez un individu et surtout comme le meilleur prédicteur de sa réussite future. Meilleur que le milieu social d'origine, Meilleur que le niveau d'éducation des parents. selon la thèse du livre. Oui, le QI serait plus prédictif du revenu, du type de carrière, du statut social, que n'importe quel autre facteur. D'accord, c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Exactement. Si cette pierre n'est pas solide, tout le reste s'effondre. D'accord. Et le titre The Global Bell Curve, la courbe de Gauss mondiale? La couverture est assez directe d'ailleurs. La planète Terre avec des graphiques en forme de cloche superposées. L'image, c'est la thèse. La courbe en cloche, c'est la représentation statistique classique de la distribution d'un trait dans une population, la taille par exemple. La plupart des gens sont dans la moyenne. Voilà, et il y en a de moins en moins quand on va vers les extrêmes. L'idée du livre, c'est d'appliquer ce modèle à l'intelligence, mais à l'échelle mondiale. Et donc, Il postule que si l'on trace ces courbes pour chaque grand groupe de population, eh bien, elles ne sont pas parfaitement alignées. Le sommet de la cloche, la moyenne, serait décalé. le décor est planté, et honnêtement, ça ressemble à une théorie qui pourrait vite déraper. Alors, allons-y pas à pas. Oui. Quelle est la toute première brique que l'auteur pose? La première brique, elle concerne la nature de nos sociétés modernes. L'argument de départ, c'est que les sociétés développées sont devenues, pour l'essentiel, des méritocraties. C'est-à-dire des sociétés où la réussite dépendrait du mérite, des compétences. Plutôt que de la naissance ou des relations. Exactement. D'accord. Et dans ce cadre, l'auteur affirme que la ressource la plus précieuse, c'est l'intelligence. Les postes les plus complexes, les mieux payés, ingénieurs, médecins, chercheurs, exigent des capacités cognitives supérieures. L'économie moderne trierait les gens en fonction de leur intelligence. C'est l'idée. Donc si je pousse la logique, ça voudrait dire que la hiérarchie sociale, la fameuse échelle sociale, n'est en fait qu'un miroir de la hiérarchie cognitive de la population? T'as tout compris. C'est une affirmation. Radical. C'est précisément là où il veut en venir. Et c'est ce qui rend sa thèse si percutante et, bien sûr, si controversée. L'implication est énorme. Oui, l'implication, c'est que les inégalités ne seraient pas une erreur du système, une injustice à corriger, mais une conséquence presque mécanique. Naturel. C'est un renversement complet de la perspective habituelle. Totalement. On voit bien comment cette première étape, elle pose les rails pour la suite. Si on accepte ça, que le QI est le moteur principal de la réussite, Alors la porte est grande ouverte pour appliquer cette même logique à des groupes entiers. C'est la deuxième étape, le cœur de la thèse. et là où le terrain devient le plus glissant, j'imagine. C'est ça. Le livre passe de l'individu au collectif. C'est le moment où il affirme qu'il existerait des différences de QI moyens statistiquement significatives entre les grands groupes raciaux. Défini par l'anthropologie classique, oui.
Pour prouver ça, j'imagine qu'il ne se base pas sur une ou deux études. Non, et c'est là que l'argument se part d'une grande force apparente. L'auteur compile et synthétise les résultats de centaines d'études sur le QI. Des centaines. Des centaines, menées sur près d'un siècle dans plus de 100 pays. C'est une masse de données colossale. Et qu'est-ce qu'il en tire? De cette masse, il prétend faire émerger un schéma mondial, cohérent et répétable. Et quel est ce schéma? Il établit une hiérarchie. Selon sa compilation, les populations d'Asie, de l'Est, chinois, japonais, coréens, auraient le QI moyen le plus élevé, autour de 105. D'accord. Les Européens et leurs descendants suivraient avec une moyenne autour de 100. La référence. Voilà. D'autres groupes se situeraient ensuite à des niveaux intermédiaires. Et enfin, les populations d'Afrique subsaharienne et les aborigènes d'Australie présenteraient les moyennes les plus basses, situées, selon ces données, entre 70 et 80. Attends, donc il prend des centaines d'études menées à des époques différentes, dans des cultures radicalement opposées avec des niveaux de développement qui n'ont rien à voir, Oui. et il met tout ça dans le même sac pour en tirer une tendance globale. Mm. Ça me paraît être une simplification méthodologique énorme. Est-ce qu'il aborde ce problème? C'est la question centrale. Et du point de vue de l'auteur, la réponse est oui. Ah bon? Il soutient que ce schéma est si constant qu'il apparaît que les études soient menées aux États-Unis, en Europe ou directement en Asie et en Afrique, que cela prouve que les tests mesurent bien une capacité fondamentale. Peu importe le contexte. Voilà. Pour lui, la cohérence des résultats valide la méthode. C'est un argument qui se mord un peu la queue, non? Les résultats sont cohérents, donc la méthode est bonne. Et la méthode est bonne, donc les résultats sont valides. C'est un point souvent soulevé par les critiques, évidemment. Mais dans l'argumentaire du livre, cette constance, c'est la preuve maîtresse. D'accord. Toute la validité de sa démonstration, elle repose sur ce postulat. Que les tests de QI sont des outils de mesure universels et non biaisés. Si on remet ça en cause, Toute la comparaison internationale perd son sens. d'accord. On a donc ces deux idées posées sur la table. 1. Le QI prédit la réussite. 2. Les QI moyens diffèrent entre les groupes. C'est ça. La question qui brûle les lèvres, c'est comment l'auteur soude-t-il ces deux affirmations pour en faire une seule grande théorie? C'est la troisième et dernière étape de la fusée. La plus simple, logiquement. C'est-à-dire, Il applique la première prémisse à la seconde. Si le QI détermine le statut socio-économique des individus, alors le QI moyen d'un groupe devrait déterminer... le statut socio-économique moyen de ce groupe. Logique. Voilà. Et c'est là que la théorie se veut explicative du monde réel. Il donne des exemples concrets, j'imagine. Oui, bien sûr. Il prend des sociétés multiethniques, comme les États-Unis ou le Brésil. Il regarde les statistiques. Les revenus moyens, le chômage. Oui, la représentation dans les professions d'élite, les taux de criminalité, le niveau d'éducation. Et il soutient que la hiérarchie qu'on observe dans toutes ces statistiques, eh bien, elle correspond presque parfaitement à la hiérarchie des QI moyens qu'il a établis. Donc, concrètement, il dirait que la surreprésentation d'un groupe dans les postes de direction, par exemple, n'est pas d'abord une question de discrimination ou d'héritage historique. Mais une simple conséquence statistique de ces moyennes de QI différentes. C'est exactement la conclusion qu'il propose. C'est une explication qui se veut plus fondamentale. Oui, pour lui, les discriminations, les héritages historiques, ça peut jouer un rôle, mais ce ne sont pas les causes premières. La cause première, c'est la différence de capital cognitif. Je vois comment ça s'applique à l'intérieur d'un pays, mais le titre, c'est « The Global Bell Curve ». Est-ce qu'il pousse vraiment le bouchon jusqu'à dire que la richesse d'un pays, Oui. la différence entre, disons, l'Allemagne et le Nigeria, s'explique par le QI moyen de sa population? C'est le global du titre. L'argument est étendu à l'échelle des nations. Il met en corrélation le QI national moyen, qu'il a calculé, avec le PIB par habitant, le développement technologique, la qualité des institutions, la stabilité politique. Et il trouve une corrélation. Il affirme trouver une corrélation très forte. Les pays avec les QI moyens les plus élevés seraient les plus riches, les plus stables, et inversement. C'est une vision du monde incroyablement déterministe. Ça laisse très peu de place à la géographie, à l'histoire coloniale, aux choix politiques. Mais c'est le but de la démonstration. Prouver que son modèle est plus puissant que les théories traditionnelles. Il analyse des cas sur tous les continents pour montrer que le schéma se répète partout. Que ce soit en Afrique du Sud, au Royaume-Uni. Ou en Malaisie. L'objectif, c'est de faire passer ce phénomène pour une sorte de loi universelle de la sociologie humaine. Bon, si on arrive à la conclusion générale, comment on synthétise tout ça? En résumé,
Le livre avance que les hiérarchies sociales persistantes, que ce soit entre les groupes au sein d'une nation ou entre les nations elles-mêmes, Oui. ne sont pas principalement le produit de l'injustice ou de l'exploitation. La cause fondamentale, la racine de tout ça, ce serait la différence de capacité cognitive moyenne. C'est une théorie d'une simplicité redoutable. Exactement. Un seul facteur, le QI, pour expliquer un éventail immense de phénomènes. Et c'est ça, la force de son argument, du moins en apparence. C'est une théorie rasoir d'Occam. Pourquoi chercher des dizaines de causes compliquées quand un seul facteur pourrait tout expliquer? Et en plus, il se veut prédictif. Oui, le livre ne se contente pas d'expliquer le passé et le présent. Il prétend aussi être prédictif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il prédit? Il suggère que si sa théorie est correcte, alors de nombreuses politiques sociales, celles qui visent l'égalité des résultats, sont vouées à l'échec. La discrimination positive, par exemple? Oui, ou les aides massives à l'éducation dans certains groupes. Selon sa logique, ces politiques traitent les symptômes, les inégalités de revenus, mais pas la cause Et profonde. qui serait la différence de capacité cognitive. Voilà. La prédiction finale est donc assez sombre. Tant que ces différences de QI moyens existeront, les inégalités de groupe persisteront. Quoi qu'on fasse, c'est la conclusion logique qui découle de ces prémices. Mhm. Quand on prend du recul, on voit que tout son raisonnement est construit comme une sorte de démonstration en 3 temps, presque mathématique. On dirait une sorte de piège logique. On peut le voir comme ça. C'est un syllogisme classique, ce qui le rend très efficace sur le plan rhétorique. D'accord, décomposons-le. Première étape, la prémisse majeure. Dans nos sociétés, le QI détermine la réussite. Ok, Deuxième étape, la prémisse mineure. Les groupes humains ont des QI moyens différents. et donc? Conclusion inévitable. Les inégalités de réussite entre les groupes sont donc causées par leur différence de QI. Et tout le débat, c'est de savoir si ces pièces sont solides. Exactement. Si on en retire une seule, l'édifice entier s'écroule. Bien, on a donc fait le tour de la thèse centrale de The Global Bell Curve. C'est un argument qui trace une ligne directe, causale, entre l'intelligence mesurée, l'appartenance à un groupe et la place de ce groupe dans la hiérarchie mondiale. C'est une perspective qui met le potentiel cognitif au centre de tout. Absolument. Et en faisant ça, le livre propose une réponse unique, simple en apparence, à une question d'une complexité abyssale. D'où viennent les inégalités? Et c'est cette simplicité qui fait sa force. La puissance de son message et la raison pour laquelle il a tant fait réagir, oui, ça tient à cette simplicité et à cette ambition d'universalité. Pour finir, laissons une pensée en suspens. Tout l'édifice de ce livre, on l'a vu, repose sur une seule colonne vertébrale. Le QI comme explication première. Hmm, Imaginons un instant qu'on retire cette colonne, qu'on décide, pour l'exercice, que le QI n'est pas la cause principale. D'accord. La question soulevée par la masse de données qu'il a compilée, elle, reste entière. Comment expliquer la persistance et parfois la similarité de structure de ces inégalités de groupe à travers des pays et des cultures si différents? Si ce n'est pas le QI, quelle autre grande théorie unificatrice pourrait rendre compte de ces schémas avec une telle ampleur?